Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité à cette émission Grand Défi. Grand Défi, aujourd'hui, nous allons aborder les défis de gouvernance de la RDC depuis que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est au pouvoir. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau honorable Robert Ilunga Kambala Moussassa. Il est député honoraire élu de Tshikapa et il a bien voulu venir parler avec nous, nous montrer peut-être comment le pays est géré. Vous allez l'entendre. Honorable, bonjour. Bonjour Gustave. Merci d'avoir accepté notre invitation. 2018, vous avez été à Tshikapa et dans les différents villages pour battre campagne pour le président actuel, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et pour qu'il soit élu président de la République. Chose due, chose faite aujourd'hui, Tshisekedi trône dans le fauteuil présidentiel il y a presque 3 ans. Et vous, personnellement, comment vous jugez sa gouvernance? Merci beaucoup pour la question, mais aussi merci pour l'invitation que vous m'avez lancée pour que je puisse répondre à cette émission. Effectivement, je suis un ancien député national, élu de la circonscription de Tshikapa Territoire. J'étais sur la liste électorale de l'UDPS en 2018. Nous avons fait non seulement la campagne du président de la République, mais notre propre campagne aussi. Et sur 7 sièges à pourvoir dans ma circonscription, nous avons arraché un siège alors que nous n'étions qu'à 3 sur 7 candidats. Donc c'était déjà beaucoup. Je crois que si les choses s'étaient passées normalement, nous 3 serions élus, proclamés élus, parce que c'est nous, de l'UDPS et certains amis des partis de l'opposition qui avaient fait campagne. Tous les autres qui venaient de l'ancienne majorité n'ont pas battu campagne parce qu'au Kasaï, à l'époque, on n'acceptait pas un seul candidat qui venait pour le compte de ces gens-là. Et donc, c'est nous qui avons été élus. Malheureusement, ceux qui n'ont pas battu campagne ont été proclamés élus. Voilà un peu le paradoxe que nous avons vécu. Maintenant, pour revenir à votre question, vous voulez savoir comment est la gouvernance du président de la République en ce moment, 3 ans après. Je crois que je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire là-dessus. La gestion du pays est parfaite. Il est certes vrai que nous avons hérité d'une situation catastrophique. Le pays était dans un trou très profond, avec la guerre à l'Est et les finances qui n'étaient pas bien gérées dans ce pays pendant près de 20 ans. Alors, il faut résoudre tous ces problèmes-là, mais en 3 ans, ce qu'on a déjà fait, c'est un miracle. Donc vous dites, si j'ai bien suivi, que la gestion est parfaite. Bon, parfaite, c'est une façon de parler, mais elle est très bonne. Elle est très bonne. Elle est très bonne. Microbes. Les microbes, si vous en trouvez, vous savez, les chercheurs de microbes en trouvent même au paradis. Les chercheurs de défauts vont en trouver même au paradis. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'au paradis, vous savez qu'il n'y a que des anges et des archanges. Hein? Mais ceux qui cherchent des microbes vont les trouver même là, où ils ne sont pas censés être. Mais, vous dites je vous dis que la gouvernance de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête du pays n'a de concurrence
avec personne d'autre qui des ont régimes pu passés. gérer Des ce régimes pays passés. depuis l'indépendance. Vous voulez dire? Je vous l'ai dit, je vous assure que jusqu'à ce jour... Pourquoi vous dites ça? Voyez Gustave, remontons un peu l'histoire de ces 3 ans, lorsqu'on a pris le pouvoir. Comment était le pays? Parce que lorsque vous gérez un pays, il faut d'abord voir le plan sécuritaire. Qu'est-ce qu'on avait dans le pays? Il y avait plus de 1000 groupes d'armées à l'est du pays. Aujourd'hui, on en compte une centaine. On a instauré l'état de siège. Une centaine, mais on continue à tuer, on continue à tuer, brûler les villages, on continue à massacrer. Mais ce sont les conséquences, n'est-ce pas, du régime passé. Le régime passé nous a piégés, nous a laissé tous ces groupes armés, parce que c'est eux qui sont à la base de la création de tous ces groupes armés. Vous savez qu'on a toujours retrouvé... Vous devez vous assumer, parce que vous avez pris le pouvoir. Mais nous ne nous plaignons pas. Lorsqu'on est gouvernant, on ne se plaint pas. On assume, nous assumons, nous travaillons pour qu'il y ait la paix à l'est du pays. Et il y aura la paix à l'est du pays. Et donc, la majorité de notre budget annuel est utilisée pour cette question sécuritaire. C'est comme ça que, malgré l'effort qu'on fait pour mobiliser les recettes, la situation sociale est en train de devenir petit à petit parce que la plupart de nos ressources vont à l'est du pays. Donc le premier par là, problème, vous voulez justifier, dire que sur le plan social, il y a un ça ne va pas et vous voulez dire que tout l'argent va à l'est pour redonner la paix. ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit une grande partie de nos ressources va à l'est du pays. Et cela ne veut pas dire qu'on ne s'occupe pas du social. Le problème social, il faut voir la gestion catastrophique que nous avons héritée de nos amis qui sont partis. Ils ont géré très mal le pays pendant 20 ans. Coulage des recettes, détournement, impunité. Ces gens-là sont venus au pouvoir par hasard, à la suite de la mort de Mouzé. Ils se sont constitués en un groupe oligarchique. Ils ont créé ce qu'ils ont appelé le parti politique, le PPRD, pour se pérenniser au pouvoir et continuer à opprimer notre peuple. Parce que vous étiez opposant, plutôt vous étiez député national, je peux dire qu'avec la bénédiction de vous qui étiez député national. J'étais toujours député national de l'opposition. Mais oui, et vous avez accepté, parce que vous fréquentiez les avez bénis et ils ont fait leur route. Mais nous étions minorisés, nous étions minoritaires au Parlement. Lorsque nous étions à notre époque au Parlement, vous étiez là, vous veniez souvent. Vous savez ce que nous faisions à l'Assemblée nationale. C'est peut-être ce qui ne se fait pas aujourd'hui, parce que nous étions dans une législature très, très offensive. C'est nous qui avons fait toute l'architecture étatique qui existe aujourd'hui, en commençant par la mise en place, le vote des lois sur la décentralisation, sur l'éclatement de l'appareil judiciaire. C'est nous qui avons fait tout ça à notre époque. Avec, dans votre mission de contrôle parlementaire, vous n'avez rien fait parce que vous dénoncez aujourd'hui les coulages des recettes, la corruption, l'impunité. Mais vous étiez député avec comme prérogative de contrôler le gouvernement. Encore une fois, je vais vous dire que nous étions un Parlement qui avait une majorité. Moi, j'étais un député de l'opposition. Donc, vous voulez dire qu'il y avait une dictature au niveau du Parlement? Non seulement il y avait une dictature, mais c'était cette majorité-là, entre guillemets, parce que le PPRD n'avait jamais gagné les élections dans ce pays. C'était toujours un montage. Et donc, il faisait tout. Mais il faut dire qu'à notre époque, quand même, il y a eu des ministres, des membres du gouvernement qui ont échappé à la motion
qui ont de défiance. échappé, mais qui n'ont pas été renvoyés. Oui, ils n'ont pas été renvoyés tout simplement parce que la majorité votait pour ces fossoyeurs-là. Mais le vote allait jusqu'au bout. Mais depuis que nous sommes partis, il n'y a jamais eu de vote sur les membres du gouvernement, mais là, vous voulez parler motion de défiance. Même de la législature actuelle, sous Félix Tshisekedi, qui a sa majorité de l'Union sacrée là-bas. Vous voulez dire que ça ne fonctionne pas comme dans votre temps? La législature actuelle regorge 70% des députés non élus. Vous le savez, ils n'étaient pas élus parce qu'ils n'ont pas fait campagne dans les circonscriptions. Mais comment ils sont arrivés là-bas? Mais vous savez comment ils sont arrivés? Ou bien vous les dites parce que vous n'avez pas été Non, élu. pas du tout. Non, ça ne me fait aucun souci de n'être pas proclamé élu, ça ne me fait aucun souci. Vous me voyez en mon point. Est-ce que vous pouvez penser que depuis 2011 jusqu'à ce jour, il y a des amis qui sont morts, il y en a qui, lorsque vous le voyez, vous ne pouvez pas vous imaginer la santé qu'ils ont. Mais moi, vous voyez, moi je suis là. Je n'envie pas les députés. Et donc le courage de surtout pas ces députés ouais, de cette législature. Déjà depuis 2011, le PPRD proclamait les députés à partir de Kinshasa, alors que la compilation des résultats n'était pas encore faite dans les circonscriptions. En 2011 déjà, dans ma circonscription, sur 902 bureaux de vote, on a seulement dépouillé 270 bureaux de vote. Et on a proclamé les résultats. Et on nous disait, les noms des élus viennent de Kinshasa. Les partis qui ont gagné des sièges viennent de Kinshasa. Voyez-vous? Donc, et sur le terrain, vous ne les avez pas vus? Ils étaient là, mais ils n'ont pas été élus. Ils n'ont pas été élus. Comment quelqu'un qui n'a pas été élu est proclamé élu? Nous sommes allés avec jusqu'à la Cour suprême de justice à l'époque. Même cette fois-ci, nous sommes allés à la Cour constitutionnelle. Mais comme vous le savez, tout l'appareil judiciaire a été entre leurs mains. Donc, je reviens à la gouvernance actuelle pour vous dire que sur le plan sécuritaire, il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits pour éradiquer l'insécurité à l'est du pays, par le chef de l'État qui a instauré l'état de siège. Donc vous estimez que l'état de siège est une solution adéquate à cette question d'insécurité de l'Est? C'est une solution absolue. Et l'état de siège devra exister aussi longtemps que l'insécurité sera de mise à l'Est. Mais parce que ça a duré, on commence même à... Ça a duré combien de temps? Il ne faut pas voir. Parce que, non, les prorogations dont on parle au Parlement, c'est parce que c'est toujours 15 jours après qu'on a l'impression que c'est long. C'est pas long. Mois, et même les députés qui accordent la prorogation, ils se disent fatigués. Il faut voir comment on critique à gauche, à droite. Ce sont les députés de l'Est qui sont suspectés dans toute cette insécurité-là. Ce sont souvent les députés de l'Est. Il faut faire attention avec nos amis de l'Est. Je crois que si on ne fait pas attention, il y a des députés qui vont être arrêtés. Parce qu'ils sont complices. Ils achètent même des munitions pour leurs groupes armés. Lorsqu'ils vont en vacances, il y a même un député qui a révélé qu'en vacances, un de ses électeurs lui a demandé 2000 $ pour acheter une roquette parce que ça va lui faire beaucoup d'argent. On va louer, par semaine on lui verse 400 $ et donc ça va lui faire des revenus. Vous vous rendez compte? Donc c'est vous dire que nos amis de l'Est, pas tous, en tout cas pour la plupart, ils sont complices de toutes alors parce que la paix ne revient toujours pas, il faut quand même parler de cette question. Il y a toujours Codeco à Ituri qui dérange, des embuscades à gauche, à droite. Vous pensez que la seule mesure de l'état de siège va répondre, va résoudre cette question? La seule mesure de l'état de siège? Non, écoutez, l'état de siège... Il faut envisager d'autres mécanismes. L'état de siège, c'est un acte posé par le chef de l'État. Mais il y a des animateurs qu'il a placés. Il y a des gouverneurs militaires
qui sont en train de gérer ces provinces-là. Il y a des régions militaires avec lesquelles les gouverneurs collaborent sur le terrain. Ces animateurs-là, s'ils ne sont pas efficaces, on peut les changer. Je crois que ce n'est pas le fait d'avoir l'état de siège, mais c'est plutôt les hommes qui ont la charge de cet état de siège qu'il faut regarder. Regarder avec beaucoup d'attention, les changer, les cas échéants, pour une efficacité accrue. Voilà. Revenons maintenant dans le budget 2022 qui a déjà été défendu. Ça entre dans la gouvernance. 10 milliards de dollars pour le budget 2022. Est-ce suffisant pour plus de 100 millions d'habitants? Oui, lorsque vous avez parlé de la gouvernance, j'allais rebondir sur la question des finances. Effectivement, le budget a été déposé à l'Assemblée nationale avant-hier par le Premier ministre. 10 milliards de dollars, ce n'est pas assez pour un pays comme la RDC. Ce n'est pas assez parce que tout autour de nous, il y a des petits pays qui présentent des budgets colossaux pour leur pays. Cependant, sur le plan comparatif, lorsque vous regardez tous les budgets qui ont été présentés depuis 20 ans maintenant, il n'y a jamais eu un budget qui atteint 10 milliards de dollars. La preuve en est que pour cet exercice, il y a un budget rectificatif qui a été présenté à l'Assemblée, qui a été revu à la hausse pour la toute première fois. Parce que ça ne s'est jamais fait dans ce pays. Chaque fois qu'il y a une rectification du budget, c'est toujours à la baisse qu'on le fait. Cette fois-ci, on a revu à la hausse tout simplement parce que les recettes sont en train d'être mobilisées. Et ça, c'est par le gouvernement actuel, le gouvernement de Sama Lukonde, que tout cela arrive. Mais le problème, c'était quoi? Le problème, c'est que nos amis qui nous ont précédés, le régime passé, que d'aucuns sont en train de réclamer, c'est un régime qui a détruit notre pays. Toutes les ressources étaient pillées dans toute impunité. Une impunité officialisée dans ce pays. Coulage des recettes, détournement des deniers publics et même des assassinats dans ce pays. Donc Félix a hérité d'un pays détruit, se trouvant dans un trou profond qu'il faut relever vers la surface. C'est comme ça que vous voyez qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits à travers les régies financières, le ministre des Finances qui se bat chaque jour. Donc si je vous suis, les 10 milliards ne sont pas suffisants, mais c'est quand même quelque chose par rapport au régime passé. C'est déjà beaucoup. Je crois que d'ici 2022-2023, l'exercice 2023 va avoir notre billet encore une fois amélioré par rapport... Pourquoi vous êtes député national, vous avez voté, je crois, pendant 5 ans le budget, et pourquoi on ne parvient toujours pas à mobiliser les recettes au maximum pour que la RDC ait un budget même de 50 milliards, de 100 milliards, pourquoi pas. Et même le budget actuel, moi je m'attendais à un budget de 20 milliards de dollars. Non mais, il faut voir le pays, comment est-ce qu'on l'a pris. Nos amis qui ont géré le pays, que vous avez vu défiler l'autre fois le samedi, ceux que vous avez vu marcher là, tous ces gens, toutes ces figures-là, que je connais, qui me connaissent aussi.
c'est des imposteurs. C'est des gens qui ont détruit la jeunesse dans ce pays. Pendant plus de 20 ans, les gens n'étudiaient pas. Si vous voyez tous ces gens qui étaient derrière eux, c'est des jeunes gens qui ont 20, 30 ans. Mais ce sont des gens qui n'ont pas étudié. Pour qu'ils descendent dans la rue, on leur donne 25 000, 10 000 francs. Ils viennent les accompagner en réclamant le retour de leur autorité morale. Je crois que lorsqu'ils disent que Kabila Zonga, ce n'est pas Kabila qu'ils visent. Parce qu'ils savent avoir leur quotient intellectuel, ils savent que Kabila ne peut plus rentrer parce qu'il avait déjà consommé ses 2 mandats constitutionnels. Mais ce qui le réclame, c'est l'impunité. Si Félix avait continué avec l'impunité dans ce pays, on allait l'applaudir. Et donc, ce que vous avez vu samedi là-bas, ils sont en train de réclamer l'ancien système, c'est-à-dire qu'on leur laisse avec les cartes bancaires tirées sur le trésor, comme ça ils peuvent avoir 50 000 $ par mois. Pour les marches, grèves et autres, on va parler parce que ça fait partie de la gouvernance. Mais je voudrais, au niveau du budget, pourquoi on ne parvient pas à mobiliser plus? Je peux vous dire qu'il y a déjà changement au niveau de la DGDA. Il y a quelqu'un, c'est vrai qu'il est ancien, mais il a été reconduit, qui est là. Il y a même à la DGI, il y a un nouveau qui est venu sous Félix. Et même, je crois, donc, dans les régies financières, et nous pensons qu'avec la nouvelle discipline, on pouvait aller au-delà. Pourquoi ça n'arrive pas? Mais on est allé au-delà, M. Gustave. Au-delà des 10 Vous n'êtes pas milliards. informé. Au-delà de quoi? Au-delà des assignations. Chaque mois qui passe, on dépasse les assignations. Chaque mois. J'ai même entendu le ministre des Finances dire que ça crée des frustrations parce que les fonctionnaires du ministère des Finances sont en train de gagner plus d'argent que d'autres fonctionnaires. Mais c'est normal. C'est normal parce qu'ils ont mobilisé des recettes et lorsqu'il y a des rétrocessions, ils peuvent toucher plus. Non, mais par exemple, dans le budget 2011, les finances et le budget s'octroient déjà 11%. 11%. Je vais en venir. Budget finance. Laissez-moi terminer l'idée. Et les autres? Laissez-moi terminer l'idée que j'avais. Je voulais tout simplement dire ceci. Que si c'était le contraire, c'est-à-dire que si la mobilisation était en deçà des assignations, ces agents ne pouvaient pas toucher l'argent qu'ils touchent. Et en ce moment-là, les fonctionnaires pour lesquels on mobilise. Non, pour lesquels le ministre des Finances a semblé parler, continuerait à toucher leurs primes. Par exemple, les fonctionnaires des mines et des autres ministères, conformément aux recettes qu'il y a dans leur ministère. Si, donc, les fonctionnaires du ministère des Finances touchent un peu plus d'argent, parce qu'il y a eu maximisation des recettes et donc il y a eu dépassement des assignations, je crois que c'est tout à fait normal. On ne mobilise pas plus pour atteindre les 20 milliards, les 100 milliards de dollars. La RDC est vaste. Et on dit toujours que la RDC, c'est un pays potentiellement riche. Mais on ne sent pas. On pensait que c'était un problème de régime. On est dans un nouveau régime. Honorable Robert. Oui, Gustave. Ça n'arrive pas, il faut attendre 50 ans. Non, pas du tout. Mais ce n'est pas en 3 ans que l'on va résoudre le problème posé par un régime qui a fait 20 ans. Non, je crois que c'est pas... Vous avez suivi le problème que nous avons avec nos minéraux. Il y a des contrats qui sont en train d'être revus. C'est parce que ces contrats étaient mal négociés par l'ancien régime. Ce n'était pas l'avantage de la République. C'est comme ça que nous sommes en train, le chef de l'État est en train de revoir, n'est-ce pas, ce genre de contrat pour que la partie congolaise puisse avoir la part qui lui revient. Il en est de même pour les finances.
Ce n'est pas encore fini. Tous ces gens-là, ils se cachaient. Qui allait découvrir qu'il y a des gens qui avaient des cartes bancaires tirées sur le trésor? Qui pouvait savoir ça? Tout ce que vous entendez parler de ports privés, tout ça, c'est des recettes qui partaient dans les poches des gens. Tout ce qu'ils savaient, c'est ériger des immeubles qui vont être nationalisés. Avec ou sans Fachi, ces immeubles-là qu'ils ont construits avec l'argent du trésor vont être étatisés. C'est-à-dire? Ne vous y trompez pas. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on doit nationaliser tous ces biens qui ont été illicitement acquis. Donc c'est faisable. Mais c'est faisable. Vous allez ravir des propriétés, des concessions, il y a des immeubles, et puis... Mais lorsqu'il y a des procès, les Bukangolons aujourd'hui, vous allez me dire comment est-ce que Matata s'est construit une université, un hôpital à Maniema, alors que la ferme le projet en question n'existe plus. Où était parti cet argent? Et lorsqu'on va conclure qu'on nationalise toute cette université, parce que c'est une université de l'État, une université de Kindu, tout simplement, voilà. Un hôpital de Kindu. Voilà. On va y revenir parce qu'on a prévu la justice, on a prévu aussi de parler de l'inspection générale des finances. Tout se fera à travers la justice. Il n'y a pas quelque chose qui va être ravi. Alors, de force dans les budgets actuels, pour terminer cette question budgétaire, 38,21% vont aller dans l'administration, donc au fonctionnement des institutions, et on accorde 3,95% à la défense pendant que nous sommes à l'état de siège, et aussi les deux ministères, finances, budget, s'octroient déjà 11%. Pensez-vous que ce sont là les priorités pour le budget 2022? Non, je crois que le budget, l'autorité budgétaire, c'est le Parlement. Le projet est confectionné par l'exécutif, mais c'est le Parlement qui vote le budget. Vous avez suivi l'intervention du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound. Il a bien dit qu'il n'est pas normal que les institutions puissent avoir les 38% du budget pour le fonctionnement et les salaires des opérateurs politiques. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, ça. Et d'ailleurs, ce qu'il a dit... On l'a critiqué, on a dit il est du pouvoir, mais comment il peut critiquer son gouvernement? Justement. Mais il vous a rappelé qu'il venait de l'opposition. Jean-Marc Kabound, c'est l'esprit UDPS. L'UDPS, nous sommes un parti de masse. Nous, c'est le peuple. Lorsqu'on vous dit le peuple d'abord, là, c'est ça l'UDPS. On ne peut pas comprendre que vous puissiez toucher 100 000 $ et que l'huissier qui est là, lui, il touche 100 $. C'est pas normal. Donc vous voulez dire que les chefs de corps dans les différentes institutions touchent au moins 100 000 $ par mois? Avec toutes les réserves, je vous assure que les institutions, les animateurs des institutions, sous Kabila, s'octroient beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et je peux même vous dire que ça peut frôler les 100 000 $. Ça change. Non seulement pour le président des chambres du Parlement, mais aussi pour les membres du gouvernement, pour les membres du pouvoir judiciaire. Tous les 9 magistrats de la Cour constitutionnelle touchent la même chose que le président de l'Assemblée, que le président du Sénat. 100 000 $. Je dis, avec toutes les réserves d'usage, allez vérifier, vous êtes journaliste. Ce n'est pas pour rien que lorsque, hier, Jean-Marc Kabound parlait de ça, il savait ce qu'il disait.
Mais il y en a qui n'ont pas bien digéré son discours. Ils ne peuvent pas bien digérer parce que... Ils soutenir mais la plupart de tous ces gens-là viennent de l'ancien régime. Le problème de Kabila, c'était quoi? C'était de corrompre les animateurs des institutions pour qu'ils soient... à l'aise. Non seulement pour qu'ils soient à l'aise, mais pour qu'ils le pérennisent, lui, au pouvoir. Comme ça, ils vont continuer sempiternellement à bénéficier de ces avantages illicites. C'est comme ça que nous, UDPS, en venant au pouvoir, nous voulons normaliser les choses. Ce qu'a dit Kabound, ce n'est pas anodin. Il ne faut pas considérer ça comme un jeu de mots. Non. Il a dit que ce n'est pas du populisme, c'est une détermination, même du parti. Il est chef du parti. Ce qu'il dit vient du parti. Ça ne vient pas nécessairement de lui. Donc, il faut y faire attention. Ce n'est pas seulement le fait qu'on va réduire ou de moitié, comme il l'a dit, les frais de fonctionnement et les émoluments des députés. Mais on doit voir tous les animateurs de toutes les institutions. Ce n'est pas normal que l'on puisse se permettre d'être dans ce luxe-là pendant que notre peuple souffre. Le peuple d'abord. Voilà. On revient pour terminer ces budgets. On prévoit, les premiers ministres ont prévu des axes prioritaires, notamment ce qui moi j'ai retenu, c'est qu'on va construire les tribunaux de paix dans les 145 territoires. On va également électrifier par l'énergie solaire 145 territoires. Et que pensez-vous? Quelle est votre appréhension sur ces priorités-là? Bon, je crois que en 2006, sous notre législature, nous avions éclaté l'appareil judiciaire en 3 ordres de juridiction. Nous avons la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation et le Conseil d'État. Et dans l'ordre judiciaire, nous avons pour chaque territoire un tribunal de paix. C'est pour rapprocher les justiciables de la justice. C'est aussi un défi qui se présente devant nous. Je crois que ça va être fait. Ça va être fait parce que déjà sur le plan du découpage des provinces, un effort a été fait. Dans chaque province, dans chaque nouvelle province, il y a déjà une cour d'appel, un parquet général. Et donc, la suite va continuer. On va instaurer dans chaque territoire un tribunal de paix pour que les justiciables ne puissent pas faire des distances pour atteindre le chef-lieu de province, alors qu'il s'agit d'un problème, par exemple, de mariage civil, ou d'un point de divorce plutôt, un point de divorce, de ceci, on doit recourir des distances pour régler tous ces problèmes-là. Donc je crois que on doit se mettre... Donc la volonté, c'est d'asseoir la justice dans les fins fonds du pays. Justement. Mais pour quel magistrat qui ira travailler là-bas? Parce que, vous le savez, les magistrats ne veulent pas aller... dans les villages, là, ils sont maltraités, ils sont rassemblés à Kinshasa, Lubumbashi, dans des grandes villes, ils ne veulent pas aller au fin fond parce qu'ils ne sont pas bien traités là-bas. Non, c'est justement ça le problème de l'ancien régime. Le corps des magistrats, c'est un corps de discipline. Un magistrat ne peut pas refuser une mutation ou une permutation. Il y a des délais, s'il refuse, s'il ne répond pas à son poste, il est déclaré déserteur et il est remplacé. Ce n'est pas qu'on va enfreindre le droit de l'homme, mais il y a des règles là-dessus. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je crois que les jeunes gens sont formés aujourd'hui, même dans les universités privées, ils veulent travailler. Le salaire dont vous parlez des magistrats, ça a été amélioré. Ce n'est plus comme l'ancien régime. L'ancien régime avait ses magistrats à lui, qu'il voulait mettre où il veut. Ce n'est pas ça l'entendement de Félix Antoine Tshisekedi. Vous êtes nommé magistrat, vous allez répondre à votre poste. Ça sera comme ça.
Alors, pour quitter définitivement, nous entrons dans la justice. Justice, on pense qu'il y a une justice à double vitesse. Comment les directeurs de cabinet, le chef, ça revient toujours. Hein? Caméré a été arrêté, pendant qu'il y a d'autres qui marchent libres, pendant qu'ils ont commis des bévues. Et puis, voilà, aujourd'hui, Matata est devant les tribunaux, d'ailleurs, à la Cour constitutionnelle, la Cour s'est déclarée incompétente. Alors, comment vous jugez la justice? Parce que c'est le pilier même de Félix Tshisekedi. Bon, d'abord, vous évoquez le cas du président Kamer, je l'appelais président parce qu'il fut mon président à l'Assemblée. Vous évoquez le problème de Vital Kamerhe. Non, je crois que déjà là, c'était un point fort de l'entrée de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous voyez, un président de la République laisser condamner son directeur de cabinet. C'est vous dire que le message a été donné à tout notre peuple. Vital Kamerhe a commis des faits pénaux pour lesquels il a été poursuivi. Il est poursuivi et condamné conformément aux lois de la République. Donc, ça n'a rien de politique. Il n'y a rien de politique. Peut-être quand même là où il est conscient qu'il est condamné parce que il a été accusé de détournement des deniers publics. Il est conscient. Je vous dis que s'il n'était pas conscient, il ne serait pas là où il est. Il ne serait même pas resté silencieux comme il est. Et l'affaire Matata, parce que le temps est parti. Oui, l'affaire Matata, vous donnez raison à la Cour constitutionnelle. Encore une fois, vous voyez combien la justice est en train de faire son travail. Les gens ont beaucoup raconté, acharnement. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils disent de Matata? La Cour constitutionnelle a jugé que c'est au moment de poursuite qu'il faut voir la compétence des juridictions. Et c'est comme ça que, en ce qui concerne cette Cour constitutionnelle, on a renvoyé Matata à son juge naturel. Maintenant, est-ce qu'il va aller à la cassation, comme les gens le disent, ou il va être considéré comme un citoyen, comme tout le monde, il va aller devant le tribunal de grande instance? Mais moi, je pose la question. Pourquoi donc, si la Cour constitutionnelle a dit qu'elle est incompétente, la Cour de cassation peut-être peut aussi se déclarer incompétente parce que si il est là-bas, il sera jugé pas comme sénateur, mais comme ancien Premier ministre. Si la Cour se déclare aussi incompétente, donc qu'est-ce qui va arriver? Donc on aura un Premier ministre. Donc quand on est Premier ministre, on peut tuer, on peut voler, on peut détourner et on ne sera pas poursuivi après le mandat. Ou quand on est même président de la République, après le mandat, on ne peut pas vous poursuivre parce qu'il n'y a pas de cour compétente. Ou c'est comment? Expliquez-nous un peu ça. Non, Gustave, c'est pas comme ça. Vous savez, la loi peut avoir des lacunes. Mais le droit n'a pas de lacunes. La loi n'est pas la seule source du droit. Le droit a plusieurs sources. En dehors de la loi, il y a la coutume, la jurisprudence, les principes généraux des droits, la doctrine. Donc, toutes ces sources de droit vont être consultées pour appliquer le droit. Donc, il n'y a pas eu de nid de justice de la part de la Cour constitutionnelle. Tout simplement, ouais. Ce qu'il y aura, c'est que on va examiner, voir dans quelle mesure, parce que les faits sont là. Les faits sont là. Il y a eu des détournements des deniers publics sur le projet Bukanga-Lonzo. En conclusion, maintenant, la justice marche bien. Il n'y a pas une justice à double vitesse. Il n'y en a pas à double vitesse. La justice dit le droit tel que... Mais quand l'IGF poursuit d'autres et laisse d'autres, là, vous ne pensez pas qu'il y a deux poids, deux mesures? L'IGF ne poursuit personne.
l'IGF fait son travail d'audit et transmet le dossier au parquet. C'est le parquet qui poursuit. Mais comment on s'en prend à l'inspecteur général? Non, mais ça c'est de la mauvaise... Vous savez, c'est parce que tout simplement, il y a longtemps que l'IGF ne faisait plus son travail. Il n'y a pas que l'IGF, il y a aussi la Cour des comptes qui doit faire le même travail. Donc, il y a la Cour des comptes, il y a les députés et sénateurs. Oui, justement. Mais aujourd'hui, sous l'impulsion du chef de l'État... Aujourd'hui, on peut donner le palme d'or à l'IGF seulement. Pas aux députés, pas aux sénateurs, pas à la Cour des comptes. Tout seulement parce que l'IGF est impulsé par le chef. C'est comme ça que vous sentez... Mais le chef a aussi dernièrement parlé aux députés que chacun fasse son travail. Mais les députés lesquels? Lesquels? De l'Union sacrée. Les unions sacrées aujourd'hui, nous avons... Vous savez, je vais vous dire une chose. Retourner derrière, dire que non, l'union sacrée est bien conduite. Je vais vous dire par une chose. Aujourd'hui, ils sont à l'union sacrée. Je ne refuse pas parce que c'est eux qui ont aidé à ce qui est ce basculement de la majorité. Et vous savez, parmi eux, il y a des gens, lorsque nous étions aux élections, qui chassaient les témoins de l'UDPS. Tous les candidats ils peuvent être dans l'union sacrée, mais les mentalités n'ont pas changé. Ils le sont, il n'y a pas de problème. Mais je vous rappelle que parmi eux, vous allez trouver des gens qui ont chassé les témoins de l'UDPS dans des centres, dans des bureaux de vote. Voilà. Et moi-même, je suis allé, je les voyais comme ça. Ils sont aujourd'hui, c'est eux qui sont à l'union sacrée, qui chantent. Vous pouvez circuler dans les ministères ici. Vous allez voir beaucoup de ceux-là, de membres du PPRD, AFDC, consorts, qui sont conseillers, même des ministres de l'UDPS. Voilà. C'est pour vous dire que le phénomène du pouvoir, hein, il faut être patient, il faut laisser passer les choses. Ça ne sert à rien de s'acharner sur des gens. C'est des gens qui sont des Congolais. Ils peuvent être là, ils peuvent perdre, travailler. Le temps nous imparti est fini, mais la toute dernière question, la gouvernance politique, il y a des marches à gauche, à droite, on réclame, on parle que le président Tshisekedi est dictateur, comment il s'est imposé à la CENI, et voilà. Votre dernier mot, parce qu'on a terminé. Non, mais écoutez, les marches sont autorisés par la Constitution. La liberté d'expression, les marches, les sit-in, c'est constitutionnel. Je crois que tout Congolais qui a besoin de faire une marche pour contester quoi que ce soit, il peut le faire sans problème. Vous avez vu le 13, le samedi, il n'y a eu aucun gaz lacrymogène qui a été jeté sur ceux qui ont marché. Donc, ils ont marché paisiblement. Il y en a qui mangeaient des pommes, qui buvaient de l'eau, des jus, sans aucun problème. Pas de tir. Pas de tir, pas de quoi. Il n'y a pas eu de Rossi, Chimangamukendi, il n'y a pas eu de Kapangala, rien du tout. Vous avez vu? Maintenant, parce que vous voulez le savoir, est-ce que ce sont ces gens-là qui doivent marcher? Ceux que vous avez vus là. C'est vraiment eux qui peuvent se mettre sur la route pour marcher, pour revendiquer quoi que ce soit. Et quelle était leur revendication? Ils sont allés là-bas, aucun message à donner. Tantôt c'est la CENI, tantôt c'est la dictature. La dictature qui vous laisse marcher. Vous savez, ces gens-là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne sont pas dignes de compétir avec nous dans un parti qui s'appelle PPRD ou quoi que ce soit, ou leur allié là. C'est des gens qu'on doit mettre au frigo pendant 20-30 ans. On va regarder comment le pays... Parce que si on revient aux affaires aujourd'hui, ce pays va disparaître. Donc vous ne voulez pas que... Aujourd'hui, que ce soit sur le plan diplomatique, le pays est connu mondialement. Sur tous les plans. Nous sommes fiers. Je vous dis, moi j'ai fait souvent les États-Unis, mais les gens qui sont en Occident sont fiers lorsqu'ils rentrent ici. Beaucoup de ceux qui sont en Occident aujourd'hui veulent revenir. A repris ses lettres de noblesse. Bien sûr. Dans les concerts de nations. Ils veulent tous revenir au pays parce que ce qui amenait les gens à partir, c'était quoi? C'était la résignation.
Ils étaient résignés, pas d'espoir dans le pays, rien du tout. Merci beaucoup, honorable Robert Ilunga Kambala Moussassa. Très bien Merci d'avoir été Merci. les nôtres sur le plateau des Grands Défis. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi notre émission. Et c'est la fin. La suite au prochain numéro. Au revoir.